Bonjour à tous, c'est Adam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'endurance avec la première analyse de BOP de la saison 2024 du WEC. Dans cette vidéo, on va passer en revue les BOP qui s'appliqueront en catégorie Hypercar et LMGT3 sur le circuit de Losail pour chacun des modèles engagés. Et ensuite, on va tenter à partir des données du prologue d'analyser les points forts et les points faibles ainsi que le potentiel de performance de chacun des constructeurs pour cette première course de la saison. On commence donc tout de suite par les variables d'ajustement de la BOP en catégorie Hypercar. Alors déjà aussi, petit rappel, la BOP, c'est Balance of Performance, balance de performance en français, et donc elle permet justement de modifier plusieurs paramètres que voici. On a donc notamment la masse minimale qui peut varier entre 1030 et 1100 kg. Jusqu'ici, c'était jusqu'à 1080 kg. Mais le législateur a souhaité avoir ces 20 kg de plus pour pouvoir justement avoir plus de marge d'ajustement pour équilibrer tous les différents modèles engagés. On a également la puissance en dessous de 210 km/h qui peut varier entre 480 et 520 kW. 480 kW, c'est 653 chevaux, 520 kW, c'est 707 chevaux. On a le gain de puissance au-dessus de 210 km/h qui est une nouveauté de la saison 2024. Jusqu'ici, la puissance qui était spécifiée sur ce que je viens de vous parler avant, c'était pour toutes les vitesses. Et depuis cette année, on a segmenté en dessous de 210 km/h et au-dessus de 210 km/h. Et là, en fait, cet ajustement, il se fait en pourcentage. Donc, soit on ne touche absolument à rien, soit on augmente un peu la puissance, soit on la baisse au-dessus des 210 km/h, même si, pour cette première manche en hypercar, en tout cas, ce type de modification n'est pas appliqué. On a ensuite la vitesse de déploiement de l'hybride sur l'essieu avant, qui est tout simplement pour éviter l'avantage donné par l'effet 4 roues motrices au Le Mans Hypercar, puisque ces dernières ont le système hybride sur l'essieu avant. Donc voilà pour cette mesure. On a ensuite l'énergie par relais qui est en mégajoules. Donc là aussi c'est pour s'assurer que tout le monde fasse bien le même nombre de tours par relais entre les différents modèles et les différentes architectures moteur. On a aussi le temps d'amarrage supplémentaire au ravitailleur qui lui est un dispositif là aussi d'équilibrage entre les LMH et les LMDH. Donc là aussi c'est pareil, quelque chose qui a été mis en place du fait de la convergence. On va maintenant passer en revue la BOP qui a été dévoilée par le législateur pour les 1812 km du Qatar. Je vais dans un premier temps passer sur les constructeurs qui étaient déjà en WEC l'an dernier, avec qui on a un point de comparaison sur la BOP, puis ensuite on fera les nouveaux. Pour ce qui est de ceux justement qui étaient déjà en WEC l'an dernier, Cadillac a une masse assez similaire à ce qu'elle avait à Bahreïn et une puissance à peu près du même ordre également. Pour ce qui est de Ferrari, c'est exactement la même masse minimale, un peu moins de puissance. Porsche, on a une légère augmentation de la masse avec une réduction de la puissance. Et enfin Toyota qui sont très certainement les plus impactés avec ces 9 kg en plus comparé à Bahreïn et surtout ces 4 kW en moins au niveau de la puissance, même si globalement toutes les voitures, en tout cas comparées aux 8 heures de Bahreïn l'an dernier, ont moins de puissance. Donc après, c'est simplement un ajustement pour notamment s'ajuster aux performances de la voiture qui est la plus faible de toutes les hypercars engagées, même si après on ne connaît pas justement les nouvelles, mais de celle qui est engagée l'an dernier, la Peugeot qui a, si on veut partir sur le ton de la blague, récupéré la BOP de Van Wall et de Glickenhaus, puisqu'en effet elle est à la masse minimale et à la puissance maximale. Mais blague à part, ça montre surtout que le concept de Peugeot, qui était donc d'avoir des pneus au carré et donc d'avoir un concept qui reposait massivement sur l'effet de sol, tout simplement a touché le maximum de sa performance, et que malheureusement il est un peu trop loin justement pour réussir à jouer les premiers rôles en ayant toutes les caractéristiques en sa faveur. Et c'est notamment dû au fait que initialement, lorsque la voiture a été conçue, à l'époque, la vitesse de déploiement du système hybride était censée être à 120 km/h. Or, avec la convergence, pour justement éviter que les LMDH ne se fassent satelliser par les LMH qui, elles, avaient un système hybride, et donc avec cette activation à 120 km/h et un effet 4 roues motrices qui leur donne un avantage trop important sur la durée de la course, on a donc rehaussé cette limite, d'où les difficultés du concept de Peugeot.
Pour ce qui est des nouveaux constructeurs, eh bien, on a là aussi des choses qui sont pour certaines logiques et d'autres un peu moins. On commence par Alpine qui, au vu des performances de l'Acura, qui est, on va dire, sa sœur jumelle aux États-Unis, puisque en effet, l'Acura a été produite par Oreca qui produit l'Alpine, eh bien la masse et la puissance, en tout cas au vu des performances de la Acura aux États-Unis, il n'y a rien qui me choque, j'ai envie de vous dire. Après, peut-être qu'il faudra ajuster quelque peu, mais le fait qu'on ait mis une masse si élevée, ça ne me choque pas plus que cela. Pour la BMW, par contre, au vu des performances qu'elle a eues aux États-Unis, j'aurais pensé qu'on aurait eu une masse un peu plus faible d'une dizaine ou une vingtaine de kilos, mais bon, on verra ce que ça donne en course. On aura aussi peut-être une idée sur la performance d'exploitation de WRT face à RAL Letterman Lanigan aux États-Unis. Pour ce qui est de Lamborghini, eh bien là il n'y a pas grand chose à dire à part que cette voiture avait fait le meilleur temps d'une journée d'essai en IMSA avant la saison. Donc après avoir bien sûr ce que ça va donner avec cette masse minimale et cette puissance donnée. Et enfin, la dernière, l'Isota Fraschini, qui a été pas mal impactée, là aussi, par la BOP, puisque, comme vous pouvez le constater, on lui a fixé une masse, tout simplement la deuxième plus haute, avec 1085 kg. Là, forcément, la puissance va de pair. Donc là aussi, ça doit donc vouloir dire que cette voiture a un sacré potentiel. Après, faut-il encore l'exploiter, mais du coup au moins la voiture est loin, ça va donc permettre justement de pouvoir la rapprocher si nécessaire avec ajustement de la BOP. C'est la chose principale à retenir. On va donc maintenant passer au circuit avant d'aller analyser les points forts et points faibles de chacune des voitures. Un circuit de Losail qui est un circuit de MotoGP à la base, qui est donc un circuit qui a pas mal de virages rapides et finalement peu de grandes lignes droites, si je peux dire ainsi. Donc c'est un circuit assez atypique, donc ce sera assez intéressant de voir notamment avec la gestion du trafic qui devrait s'avérer extrêmement intéressante et capitale pour la course. On passe donc aux vitesses de pointe avec des choses là aussi assez intéressantes à noter. Et la première, c'est que Peugeot a un avantage, alors un petit avantage, mais quand même, là vous voyez, j'ai surligné pour les différents constructeurs, Peugeot qui est simplement 2 km/h devant tout le monde au niveau de la vitesse de pointe. Alors ne regardez pas la meilleure en tant que telle, parce qu'en soi, ce sont des vitesses qui sont soit faites avec l'aspiration, ou d'autres paramètres en tout cas qui viennent un petit peu troubler les données. Moi j'ai pris la 5e vitesse de pointe pour avoir véritablement une idée de la Vmax de la voiture à conditions normales, et donc on voit que la Peugeot a un petit avantage. On a ensuite derrière Ferrari, et ensuite encore derrière, c'est-à-dire 1 km/h derrière, on a un petit tiers groupé avec Toyota, Cadillac, un quatuor pardon, Toyota, Cadillac, Porsche et Isota Fraschini. Alors là du coup c'était la 4e séance, Isota Fraschini n'y avait pas participé, mais Isota Fraschini faisait les mêmes vitesses de pointe que Porsche par exemple, et tout simplement Porsche, Cadillac et Toyota font la même vitesse de pointe, donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est des autres voitures, on peut également noter que Alpine a également un beau potentiel. Alors après Alpine, je ne sais pas si c'était un run low, un run avec peu d'essence ou pas, parce que jusqu'ici ils avaient été assez discrets, donc c'est pour ça que je ne sais pas trop les placer. Peut-être que du coup ils sont au niveau de Ferrari, peut-être qu'ils sont plus au niveau du groupe derrière, ou soit un peu plus derrière, on verra. Et ensuite après on en a deux qui sont vraiment à la traîne, avec Lamborghini et BMW dans l'ordre Lamborghini, BMW pardon, et ensuite Lamborghini un peu plus loin derrière. Voilà donc pour les vitesses de pointe. Donc on verra bien sûr si ça se n'importe où pas dans la course, mais bon, par exemple si on compare la Lamborghini et la Peugeot, forcément on est à quasiment à 5 km/h de différence. Avec l'aspiration cumulée si une voiture derrière l'autre, forcément ça donne un avantage pour tenter de dépasser au bout de la ligne droite des stands. On passe maintenant au meilleur secteur. Alors là, le niveau secteur, vu que c'est un circuit qui est assez sinueux en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, il n'y a pas de véritable tendance qu'on peut constater entre les différents secteurs qui sont tous finalement assez sinueux. Certains le sont un peu plus que d'autres, mais j'ai pas, en essayant d'éplucher les données, découvert de faits majeurs. Par contre, la chose qui est assez intéressante, c'est au niveau des meilleurs tours théoriques, et on peut voir qu'on a Porsche, Ferrari, Cadillac et Peugeot qui semblent assez proches sur
le rythme d'un tour. Toyota n'a absolument pas visé la performance, mais par contre, de ce que j'ai pu voir au niveau de la constance, et bien sur plusieurs tours, c'est assez impressionnant. Donc à voir bien sûr ce que ça va donner lorsque Toyota va également aller chercher la performance. Pour ce qui est des nouveaux arrivants, eh bien, comme on pourrait s'y attendre, j'ai envie de vous dire, c'est le fond de grille qui aurait destiné, avec une hiérarchie qui là par contre semble assez claire. Dans l'ordre, le premier des nouveaux arrivants est BMW, un peu plus proche que j'aurais pu penser, notamment avec la BOP, que je trouve un peu défavorable pour cette voiture. Mais bon, apparemment, il semble assez bien s'en tirer. Ensuite, on a encore un peu plus loin Alpine, et enfin, eh bien, on a Lamborghini. Et en dernier de ce classement, on retrouve sans surprise Isotta Fraschini qui est quasiment 3 secondes derrière les meilleurs temps qui ont été effectués par la Porsche de tête. Mais là aussi, au vu de la BOP, de la marge qu'il y a avec la BOP pour la rapprocher, c'est déjà beaucoup moins inquiétant que Glickenhaus et Van Hool qui étaient au maximum de leur performance. Alors que clairement c'était pas ça. Et puis si on peut comparer un circuit un peu similaire qui est Portimao, Glickenhaus et Van Hool étaient à quasiment 4 secondes. Donc là on est quand même déjà mieux avec une voiture qui est quand même pas mal pénalisée par la BOP et qui a pas encore trouvé ses réglages. On va maintenant pouvoir passer grâce au travail d'un internaute sur le Reddit du WEC, Samis Andreas, qui a posté ce tableau, en fait, il a, à partir d'un logiciel, analysé les données disponibles du prologue et il les a combinées aux données de l'an dernier, donc pour les voitures qui roulaient, et donc il a justement tout simplement fait des simulations et il a abouti à ce rythme de course pour chacune des voitures. Donc comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement serré et c'est ça la chose la plus intéressante à voir, c'est que donc finalement, d'après ces données à lui, enfin d'après l'analyse qui a été faite par son logiciel, on aurait donc un duel Toyota-Ferrari en course qui serait assez proche sur en tout cas le rythme course pur, après avoir avec la dégradation des pneus. Porsche, Cadillac et Peugeot se rendent en embuscade dans l'ordre. Cadillac, ensuite Peugeot et ensuite Porsche. Et après pour les autres, on aurait BMW, Lamborghini, qui serait d'ailleurs devant Alpine, c'est un petit peu la surprise pour le coup, et enfin Isotta Fraschini, bien plus loin. On va maintenant passer à la BOP en LMGT3. Alors là aussi vous voyez globalement au niveau de la masse c'est assez similaire pour tout le monde. On a juste quand même la Lexus qui est bien plus lourde que ses camarades, enfin bien plus lourde, grosso modo une quinzaine, vingtaine de kilos plus lourde que la moyenne. Et ensuite, après, sinon, là, pareil, on a des ajustements, notamment la puissance. Alors là, en GT3, c'est au-dessus de 200 km/h. Donc là, vous voyez ce que je vous expliquais, donc des pourcentages, etc. Mais sinon, après, l'appareil, en l'occurrence, vu qu'on n'a pas de données en WEC sur ces voitures, c'est un petit peu le saut dans l'inconnu. On passe donc directement à l'analyse des performances sur ce circuit, avec des choses intéressantes à noter. Tout d'abord, c'est le fait que Aston Martin semble avoir un petit avantage niveau vitesse de pointe. Ils ont simplement 1 km/h de plus que tout le monde. Ensuite derrière on a en deuxième position Ferrari au niveau de la vitesse de pointe qui est elle-même quelques dixièmes de kilomètre-heure devant Lexus, et après grosso modo ça se fait en 0,5 km/h derrière pour tous les autres. Donc en l'occurrence dans l'ordre ça nous fait ensuite après Lexus Porsche, BMW, Lamborghini, McLaren, Corvette et Ford. Ford qui semble être le constructeur qui est le plus en difficulté au niveau de la vitesse de pointe. Globalement, je dirais vraiment les 2-3 plus inquiétants, c'est finalement ceux qui sont en dessous des 252 km/h, donc c'est-à-dire Ford, Corvette et McLaren. Mais à voir bien sûr par quoi ça va se traduire en course, mais c'est sûr qu'entre il y a 5 km/h entre l'Aston Martin et la Ford Mustang. Donc, en course, là pareil, plus l'aspiration, ça fait une grosse différence qui permet de doubler, alors que dans l'autre sens, ce serait beaucoup plus compliqué. Au niveau des secteurs, là aussi, on a des choses à analyser. C'est plutôt là aussi, encore une fois, au niveau des tours, où tout est mis bout à bout, puisque pareil, niveau secteur, j'essaie de regarder, il n'y a pas grand-chose à en tirer, à part que certaines voitures sont assez lentes, et là, ça ressort également au niveau des tours théoriques, où tout est mis bout à bout. On a en hiérarchie là aussi qui semble se détacher sur un tour, après avoir ce que ça va donner sur les relais, etc. Mais en tout cas sur un tour, Aston Martin semble être devant, suivi de franchement assez près par Ferrari, McLaren, Corvette et Lexus. D'ailleurs Corvette ça m'a pas mal surpris parce que du coup vu qu'ils semblaient un peu en difficulté en ligne droite, ils ont l'air de plutôt bien compenser sur la partie sinueuse. Alors après du coup il y a ça.
n'y a pas d'endroit véritable qui ressort. Peut-être un peu les virages lents, même si là aussi ce sera confirmé en course. Mais les quelques virages lents qu'il y a sur ce circuit, il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, par contre, eh bien, on a quand même deux grands absents, si je peux dire ainsi. Et ces deux grands absents, c'est Porsche et Ford. Alors Ford, au vu de leur difficulté en vitesse de pointe, ça me surprend pas trop, j'ai envie de vous dire. J'avais l'impression que globalement, au vu des temps, qu'ils étaient un petit peu loin. Mais par contre, Porsche, là, véritablement, j'ai regardé sur toutes les séances, que c'était pas juste sur cette séance-là que j'ai prise, que là, c'était la deuxième séance, là en l'occurrence toutes les GLM GT3 avaient été plus vite sur cette séance là, mais non en fait Porsche a toujours été globalement assez loin sur toutes les séances, donc voilà, à voir si c'est que simplement ils ont caché leur jeu ou si c'est vraiment que avec la BOP qu'ils ont eu là, eh bien ils sont un petit peu en retrait. Voilà, on a donc désormais terminé cette analyse de BOP pour les 1812 km du Qatar en catégorie Hypercar et LM GT3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car je referai le même exercice pour les autres manches du WEC durant cette saison 2024. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne course ce week-end. À la prochaine, salut!